Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème très actuel, l'écologie. Vous pourriez peut-être penser que ce thème est assez éloigné de la kiné. Nous en discutons avec mon invité du jour, Pauline Roland, qui a beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Nous évoquons l'écologie en général, le label Écokiné et les solutions à mettre en place au cabinet pour réduire notre impact écologique. J'ai encore une fois appris beaucoup de choses et je pense que vous allez apprécier cette entrevue. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à d'autres podcasts, des cours gratuits, des formations, connectez-vous sur notre site internet au www.gem-k.com. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas non plus à vous abonner à nos podcasts, notre chaîne YouTube, partager et liker nos vidéos. Cela nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très vite. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, du podcast de GMK. Comme d'habitude, je vais présenter mes liens d'intérêt avant de démarrer ce podcast. Donc, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis kinésithérapeute libéral, mais également gérant d'une société de formation, GMK. Et étant donné que le podcast est enregistré dans le cadre de GMK, je pense que c'est important de le préciser. Et donc, je suis très heureux ce soir, parce que nous enregistrons le soir, de recevoir Pauline Roland, qui est une kinésithérapeute qui va se présenter après. Alors, je suis vraiment content de l'accueillir pour ce podcast. Et en plus, on va parler d'un thème qui, sur le papier, pourrait peut-être paraître un petit peu éloigné de notre problématique quotidienne. Mais je pense qu'on va voir que ça n'est pas le cas, qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Bonsoir, Pauline. Bonsoir Mathieu, Merci. merci de m'avoir convié à ton célèbre podcast de GMK. Ouais. Merci à toi surtout d'avoir accepté, c'était très gentil. Je suis surtout très content de parler de ce thème-là. Mais avant de partir sur cette thématique, est-ce que tu pourrais te présenter et puis éventuellement déclarer des liens d'intérêt si tu en as? Je suis kinésithérapeute libérale comme toi, mais donc je travaille à Dijon. Je suis diplômée depuis 15 ans, à peu près diplômée de 2006. Et j'ai fait que de l'exercice libéral depuis mon diplôme. J'ai fait plusieurs cabinets et là, depuis 2 ans, je suis dans mon propre cabinet, du coup, que j'ai créé avec mon collègue Bruno. On a un cabinet qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques. On fait que du musculo-squelettique. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine du musculo-squelettique, beaucoup avec principalement GEMK et puis l'agence EBP. Et surtout, le cursus que j'ai poussé le plus loin, c'est la formation MDT, donc méthode McKenzie. Je suis certifiée donc depuis 2016 et je suis en cours de diplôme international depuis 2019. Enfin, je suis en cours, donc j'ai fait la partie théorique en 2019 et là j'attends de pouvoir faire la partie pratique. Mais du coup, à cause de la situation sanitaire, pour l'instant, mon stage à Montréal a été annulé pour cette année et j'attends la suite. Et donc oui, du coup, peut-être que, j'ai un lien d'intérêt avec l'Institut Mackenzie France, puisque justement, ils me soutiennent dans le financement de mon diplôme. Et puis aussi, je suis régulièrement assistante sur des cours Mackenzie pour lesquels je suis rémunérée, du coup. Ok, super, merci beaucoup. Juste pour réévoquer encore un petit peu MDT Mackenzie. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un kiné ou une kiné en France qui ne sait pas ce que c'est, mais si jamais ça existe, est-ce que tu pourrais juste nous redire rapidement, on avait fait un podcast avec Jean-Philippe Deneville, nous dire rapidement, grosso modo, en quoi consiste l'approche et puis en quoi consiste justement, comment on devient enseignant MDT Mackenzie pour avoir le diplôme, c'est ça que vous appelez, ou credential, je ne sais plus comment vous l'appelez. Alors oui, credential. Alors oui, donc le MDT, c'est Mechanical Diagnostic and Therapy. Donc en fait, la méthode McKenzie, c'est ça, c'est un diagnostic et un traitement mécanique. Ça a été développé au départ par Robin McKenzie, principalement pour les pathologies du dos, et c'est connu pour le traitement des pathologies du disque. Mais en fait, maintenant, ça prend, enfin, c'est un bilan en algorithme décisionnel qui va s'appliquer à toutes les pathologies musculo-squelettiques. Donc du coup, c'est un bilan mécanique en fait qu'on peut utiliser pour n'importe quelle pathologie musculo-squelettique. Et ce bilan, il nous permet de voir si le traitement estampillé MDT peut potentiellement s'appliquer à la pathologie qu'on a devant nous.
Et donc, pour le cursus, alors en fait, le credential, c'est la certification. C'est ce qui vient à la fin des 4 premiers séminaires. Donc, ça, c'est ce qui est accessible à tout le monde une fois qu'on a fait ces 4 parties de formation. Et après, du coup, une fois qu'on est credential, on peut postuler pour le diplôme. Donc, c'est le diplôme international, c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, donc il y a une partie théorique de 3 mois, il y a 9 semaines de stage et après il y a un autre examen devant un jury international. Et quand on a le diplôme, on peut éventuellement faire le diplôme d'instructeur. Mais ça, c'est encore un truc en plus, du coup. Ah, ok, donc le diplôme que tu es en train de passer là ne donne pas automatiquement la possibilité de... D'accord, Non, c'est une formation au-delà, comment ça se passe après? ouais, c'est encore une formation au-delà. Alors, j'ai pas trop encore les infos sur cette partie-là, mais c'est vraiment pour apprendre à être prof. Donc, il y a un côté plus, apprendre à être un encadrant, pas juste avoir la connaissance liée au Mackenzie. Et du coup, tu dois faire un certain nombre de cours avec un instructeur senior qui, tu l'accompagnes sur un certain nombre de cours. Ça te permet au début de pouvoir faire les cours A et B, et après, tu dois encore accompagner sur plein de cours pour pouvoir faire les cours de perfectionnement C et D. Donc, c'est vraiment un long cheminement. Et moi, avec le diplôme, j'aurais pas encore du tout accès à ça. Ok, c'est un compagnonnage, je trouve ça très intéressant, du coup. Ouais, bah oui, ça se fait vraiment en mode senior, junior, vraiment un peu à l'américaine, quoi. Et j'imagine que si tu t'es lancé là-dedans, c'est que tu aimerais bien aller jusqu'au bout. Grande question. Euh, oui, je vais le dire officiellement. Oui, je trouve que le côté enseignement, il peut être vraiment intéressant, même si ça me paraît très compliqué d'être bon dans le domaine, comment dire, de prof, puisque nous, on est formés à la kinésithérapie, mais je pense que c'est tout un autre monde d'être un bon enseignant. Mais d'un autre côté, c'est un truc qui m'attire un peu. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais le faire bien. Et donc, du coup, ça nécessite, je pense, beaucoup d'années de travail. Et voilà. Mais oui, en vrai, ça me plaît un peu quand même. Hmm. Et après, je pense aussi que dans nos pratiques, et surtout dans ta pratique à toi de travail, puisque je vois un petit peu comment tu travailles, je pense qu'on est aussi des éducateurs et on est peut-être, parfois, on se met quand même dans des postures d'enseignants avec nos formateurs, avec nos patients, quoi. Donc, Oui, c'est vrai, mais elle est un petit peu plus facile, cette posture, du coup, oui. parce que par rapport à être, je pense, instructeur en formation continue avec des gens qui savent de quoi tu parles, c'est quand même pas pareil qu'avec les patients où ils ont confiance dans... Enfin, voilà, c'est un petit peu gagné d'avance, entre guillemets. Ok, super. Bah, en tout cas, je ne peux que te souhaiter ce succès-là. Euh, Merci. Ça serait top. En tout cas, félicitations pour cette démarche parce que c'est coûteux en temps, j'imagine que c'est coûteux aussi en argent et c'est beaucoup d'investissement. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des consoeurs et des confrères qui se lancent dans des grandes aventures comme ça. Bravo. Euh, donc, je vais switcher sur le thème de l'interview. Donc, ça va peut-être en étonner certains ou certaines. Donc, nous allons parler de l'écologie et particulièrement d'un label que tu vas nous expliquer. Mais avant qu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui sont un petit peu comme moi, euh, en position de non-connaissance sur l'écologie en général, nous expliquer bah, pourquoi c'est quelque chose qui te plaît, comment tu définirais peut-être l'écologie et pourquoi tu t'y intéresses? Oui. Alors, l'écologie, au sens premier du terme, en fait, c'est la science qui étudie la biodiversité, c'est-à-dire les êtres vivants, et les écosystèmes, c'est-à-dire les habitats des êtres vivants. Mais c'est souvent quand on parle d'écologie, en fait, on parle on parle généralement pas de la science, mais plutôt plutôt de l'écologie politique, du coup. En général, quand on parle d'être écolo, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas être scientifique de la biodiversité et des écosystèmes, mais c'est plutôt avoir un mode de pensée qui consiste à penser justement que ce serait bon pour la société d'intégrer les enjeux environnementaux de manière plus importante dans notre fonctionnement. Donc, moi, en fait, c'est plus l'écologie politique qui m'intéresse dans ce sens-là, parce que je pense vraiment qu'il faudrait intégrer les enjeux environnementaux dans le fonctionnement de notre société plus que ce qu'on le fait à l'heure actuelle. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement, c'est un peu le côté
survie en fait finalement de notre espèce, parce que en fait on est en train de dégrader notre propre habitat. Et du coup, moi, je me dis que ça me semble logique de penser qu'il faudrait préserver son habitat naturel. Et à l'heure actuelle, on voit qu'avec le réchauffement climatique, l'appauvrissement des sols, l'acidification des océans, notre habitat il se dégrade. Et donc, ça me semble être quand même intéressant de mettre ces enjeux-là de manière prépondérante dans le fonctionnement de notre société. Et puis, ce qui m'intéresse aussi dans le fait de mettre les enjeux environnementaux, au centre de l'échiquier politique, on va dire, c'est que je pense que en faisant ça, du coup, on tendrait vers une société plus résiliente. Et en général, une société plus résiliente, sans rentrer grandement dans la politique, c'est une société plus égalitaire. Et du coup, c'est une société qui me plaît plus à moi. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse, l'écologie. Parce que je pense que c'est bon pour la nature déjà, Mhm. et puis aussi pour l'être humain quand même, que j'aime assez, parce il a des bons côtés quand même. Donc ce serait bien qu'il puisse continuer à vivre dans un monde qui ne lui soit pas hostile. Ok, c'est vraiment super bien introduit. Je te remercie pour cette définition. Et je suis heureux de voir, d'entendre souligner finalement la différence entre l'écologie, on va dire, au sens corpus de connaissances, versus, je pense, le courant politique. On ne peut pas faire autrement de l'avoir, mais en tout cas, c'est important de faire la différence entre les deux parce que c'est un peu comme la science. Souvent, on mélange le sens science au somme des connaissances et la démarche ou même la technopolitique autour des sciences. Donc, j'imagine Ouais. qu'en politique, c'est pareil. C'est pareil. Oui, oui, complètement, ouais, effectivement. Et puis, du coup, des fois, ça peut être, dès qu'on parle politique, ça peut faire un peu, je sais pas comment dire, mais c'est un mot qu'on n'aime pas Ça trop. peut Mais en fait, crisper. oui, ça peut crisper, tout à fait. Mais en fait, politique, c'est juste réfléchir au fonctionnement de notre société à la base. Donc voilà, c'est pas Eh ben, j'aurais forcément probablement... lié à des partis politiques. La politique n'est pas forcément liée à des partis politiques. Ouais, je suis complètement d'accord et j'aurais d'ailleurs probablement des questions à te poser à la fin qui me viennent là comme ça en t'écoutant. Et donc, est-ce que tu peux du coup nous parler de ce fameux label Écoquiné? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Oui, alors le label Écoquiné, donc à la base, c'est une association, loi 1901, pardon, dont l'objectif est de labelliser les cabinets de kiné qui s'engagent dans une démarche éco-responsable. Donc, éco-responsable, c'est encore différent de écolo. C'est vraiment agir de manière concrète pour avoir un impact positif au sein d'une structure. En fait, c'est des actions concrètes qui sont menées au sein d'une structure, le fait d'être éco-responsable. Et donc, du coup, le label Éco-Kiné, eux, ils veulent vraiment labelliser les gens qui ont une démarche éco-responsable. Donc, qui font des actions au sein de leur structure, de leur cabinet de kiné, pour protéger l'environnement. Et pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci. Je, Dis-moi. ouais, je voulais. Alors, ce label Écoquiné, du coup, tu as participé à la création, tu l'as rejoint après. Qui c'est qui s'occupe, qui a créé ça? Alors, en fait, non, celui qui a créé ça, c'est Étienne. Alors, j'espère que je vais pas écorcher son nom, c'est Le Bastard, je pense, mais je sais pas si on dit Le Bâtard ou Le Bastard. Et en fait, c'est un kiné qui avait réagi assez fortement sur les réseaux sociaux après la démission en direct de Nicolas Hulot, là, sur France Inter. En fait, il avait posté, il avait mis un post sur les réseaux sociaux en disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin, ça l'avait vraiment chamboulé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que kiné? Enfin, voilà. Et de là, en fait, plein de gens avaient répondu, s'étaient mis à discuter, et lui, il a mûri son idée de faire un label, en fait. Et moi, c'est vrai que je l'avais suivi vraiment depuis le début, depuis cette espèce de coup de, pas de colère, mais ce truc qu'il avait fait juste après la démission de Nicolas Hulot. Et c'est lui qui a créé vraiment le truc qui a créé l'association avec d'autres personnes. Mais comme moi, je les suivais depuis le début, dès le début, je leur avais dit, moi, j'aimerais bien, ça m'intéresse ce que vous faites et j'aimerais bien être labellisé plus que vraiment faire partie de l'association. Et puis finalement, de fil en aiguille, je trouvais le concept tellement intéressant que je me suis dit que ça m'intéresserait d'être un peu ambassadrice de l'association. Donc en fait, officiellement, je suis ambassadrice pour la partie Bourgogne-Franche-Comté, mais je suis pas dans le bureau de l'association. Voilà. Et puis du coup, j'ai le cabinet, c'est pas que mon cabinet, le cabinet que je partage avec Bruno, on a été les premiers labellisés par l'association. Ok, super. Donc, du coup, il a créé cette association avec d'autres personnes. Et comment il définit,
Comment ça se définit le label Ecokiné? Comment tu fais pour le décrocher? Alors, en fait, si tu as envie que ton cabinet soit labellisé, tu contactes l'association et donc l'association va t'envoyer un audit à remplir. Donc, cet audit, du coup, il concerne 5 axes principaux au niveau de la gestion de ton cabinet. Donc, il y a la gestion des déchets, il y a la gestion de l'électricité, la gestion de l'eau, les produits bio ou faits maison, et la bienveillance et la sensibilisation auprès des patients, du coup. Enfin, la bienveillance, c'est plutôt entre collègues et la sensibilisation aux enjeux environnementaux auprès des patients. Et donc, du coup, dans l'audit, tu retrouves ces 5 catégories qui sont détaillées sous différentes questions hein, vraiment plus pratiques de combien tu as de déchets par semaine, enfin voilà, ce que tu as mis en place au cabinet pour sensibiliser tes patients. Et en fonction de cet audit-là, du coup, tu vas avoir un calcul de base un peu de ton engagement éco-responsable. Et à partir de là, bon, le but, c'est quand même d'encourager la démarche. Donc, je pense pas qu'il y a un palier, enfin, on va dire, ça, je sais pas. Du coup, s'il y a vraiment un palier en dessous duquel tu peux pas avoir le label, nous, il nous avait dit qu'on était autour des 65% d'engagement, je crois. Et donc, du coup, c'était bon, on pouvait avoir le label. Et donc, tu fais un petit débrief avec l'association après. Ils te disent éventuellement les points faibles de ton audit, les axes d'amélioration que tu peux avoir. Et l'idée, ça va être de faire un nouvel audit dans 2 ans. En fait, tous les 2 ans, de réauditer et de voir si les objectifs ont été atteints ou au moins en partie. Et du coup, si tu peux en gros garder ton label. Mais pour l'instant, c'est tout nouveau pour eux. Donc, ils ne savent pas trop encore si vraiment, on va te dire, comme les étoiles, tu sais, des restaurants, entreprends ton label. En fait, ils veulent surtout encourager les choses. C'est plutôt une démarche positive. C'est pas censé être quelque chose de sanction. Et puis, les gens qui font la demande, c'est qu'a priori, ils sont motivés. Donc, ils vont pas se retrouver à 10% d'engagement, je pense, à la fin de l'audit. Mais bon, voilà. Du coup, les principes, c'est ça. Ok, et tu sais combien il y a de cabinets qui sont, entre guillemets, labellisés actuellement? Ben non, je sais pas. J'aurais dû demander. Ça a enchaîné un petit peu après nous. Je pense que, mais on doit Vous être étiez le à. premier, du coup. On était les premiers, ouais, et c'était en fin d'année dernière. Donc, il y en a eu quelques-uns sur janvier, mais je pense qu'on, pour l'instant, il y a pas une dizaine de cabinets en France. C'est vraiment D'accord. tout nouveau, tout nouveau. Mais par contre, il y a de plus en plus de gens qui font la démarche parce que j'ai fait quelques présentations et puis d'autres de l'association aussi ont fait des présentations dans leur région. Et du coup, c'est en train de faire un petit peu boule de neige. Mais là, c'est tout nouveau pour l'instant. Ok, bah, je mettrai les liens de toute façon pour que les gens qui écoutent Ouais. puissent aller voir. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets, par exemple, de ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que kiné au quotidien, pour améliorer justement notre impact, enfin, diminuer notre impact, on va dire, écologique, si je puis dire. Ouais. Alors, je trouve que, enfin, un des trucs vraiment concrets et qui me semble assez, enfin, facile à faire et en plus vraiment avoir un impact important, c'est la gestion des déchets dans les cabinets de kiné. En fait, vraiment, le drap jetable, c'est énorme. Je me suis amusée à calculer, du coup, si tu utilises 2 mètres de drap papier par patient, avec, on va dire, 20 patients par jour, sur l'année, tu utilises 10 kilomètres de papier que tu jettes, du coup, à la poubelle. Et pour un kiné, hein, dans l'année, on est quand même 80 000, je crois. Donc, bon, c'est énorme. Et du coup, c'est vraiment un truc qui n'est pas difficile à changer. Juste de remplacer les draps jetables par des draps réutilisables, lavables. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de ça, à se dire on va devoir faire des machines et tout ça. Mais en fait, si tu achètes ces draps tissés, je crois, c'est une matière hyper fine qui sèche hyper vite, qui n'est pas du tout lourde, donc tu peux en mettre beaucoup dans la machine à laver. Et en fait, en vrai, enfin, tu les achètes. Nous, ça va faire 2 ans qu'on a ouvert le cabinet, bientôt 2 ans. Et du coup, on a acheté un stock au début. C'est le même stock qu'on lave à chaque fin de traitement. Enfin, pour un patient, on le garde sur son traitement et on le lave à la fin. Et les trucs, ils sont encore, enfin, c'est hyper robuste, ils n'ont pas bougé. Et c'est vraiment pas compliqué. Enfin, tu fais une machine par semaine, ça sèche hyper vite. Et je pense aussi, c'est quand même vraiment, enfin, quand tu vois, enfin, les cabinets où j'ai pu bosser avant, mais les stocks de papier que tu jettes, tu te dis, c'est quand même, enfin, ça, c'est pas difficile à faire. Et voilà, je pense que ça a un gros, gros impact. Après, voilà, il y a plein d'autres exemples concrets dans la gestion des déchets. Le fait aussi d'acheter les choses en gros contenants et de redispatcher dans des petits contenants, c'est quelque chose de pas très compliqué à faire, même souvent plutôt économique. Et ça permet de diminuer les déchets beaucoup.
Bon, après, je ne sais pas si je te liste toutes les choses que tu peux faire, hein. Tu veux que je te fasse un listing? Déjà, c'est intéressant que concrètement, on voit ce que ça puisse être. Le coût des draps d'examen, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, Moi, pour avoir sauté le pas dans mon précédent cabinet, c'était hyper intéressant. Et surtout, je pense qu'au bout du compte, ça fait aussi économiser, parce que c'est le nerf de la guerre aussi, parfois Ouais, l'argent. ouais. Ça fait C'est vrai que économiser. Je sais pas s'ils ont des calculs, justement, ils donnent des comparateurs, parce que ça pourrait être intéressant de voir combien on économise en étant plus écolo, justement. ouais, c'est vrai que là, j'ai pas fait le calcul pour le coup, mais c'est sûr que c'est. Enfin, en plus, les draps, les draps tissés, ils sont larges. Du coup, tu peux les couper en deux. Tu peux en avoir deux pour un. C'est quand même. Et en fait, ouais. Enfin, je veux dire, tu as ton stock et tu le gardes. Moi, j'en suis à 2 ans. Je sais que j'ai été dans le cabinet d'Aurore avant, où elle les avait depuis encore plus longtemps que ça, et bah, c'était toujours les mêmes depuis le début. Donc oui, là, pour le coup, c'est économique. Et le fait d'acheter en grand contenant, c'est économique aussi. Après, j'avoue que, par exemple, acheter bio ou Made in France, là, c'est un petit peu plus cher en général. Mais du coup, peut-être que ça peut un peu faire vase communicant, quoi. Tu économises d'un côté, et du coup, tu peux te permettre d'acheter du bio de l'autre côté. Ça peut être, euh, Ça peut être intéressant. Enfin, ça peut être une action concrète aussi, d'essayer d'acheter local et bio quand même. Justement, on parle d'acheter local. Est-ce que dans la Belle et Coquinée, il y a cette réflexion autour justement de l'économie locale, du consommer proche, etc. Dans l'audit, ils n'ont pas poussé jusque-là. C'est plus, enfin, ils ont axé sur le bio et ou fait maison, mais du coup, pas forcément bio local. Enfin, de mémoire, je me rappelle pas que dans les questions, ça allait jusque-là, mais du coup, c'est fortement encouragé quand même si ça te fait pas gagner des points au niveau de ton audit. Et une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce que tu as dit, la notion de bienveillance envers les patients et la notion d'être un peu un fer de lance, quelqu'un de militant. Tu peux rebondir là-dessus? Oui, alors du coup, ben, ils ont voulu mettre. Et d'ailleurs, j'avais vu que justement, ça fait partie de la définition de l'éco-responsabilité. Enfin, c'est pas que une volonté du label Écoquinet, mais en fait, le fait d'être bienveillant dans l'entreprise et de sensibiliser les gens de l'entreprise aux problèmes environnementaux, ça fait vraiment partie de la définition de ce que c'est l'éco-responsabilité. Et donc, du coup, ben, eux, ouais, dans l'audit, le but, c'est plutôt le côté bienveillance entre collègues. Alors, bienveillance avec les patients aussi, mais en fait, ils l'ont tourné comme ça. Est-ce que entre collègues, c'est vraiment une relation que de travail ou est-ce qu'on partage des choses ensemble? Est-ce qu'on a des valeurs communes autour du sport ou peu importe? Donc, il y a cette partie-là. Et puis, la partie ouais, sensibilisation des patients. Du coup, qu'est-ce que tu mets en place dans ton cabinet pour sensibiliser les patients à l'écologie? Donc, par exemple, ça peut être, nous, on a des choses dans la salle d'attente. Donc, avant le Covid, on avait des magazines, du coup, en lien avec ces thématiques-là. Et puis, bon, on les a plus maintenant. Mais sinon, on a mis dans la salle d'attente un petit, comment ça s'appelle? Pas un flyer, mais une petite communication sur le fait que on espérait avoir le label Écoquinet, c'était au début. Et puis du coup, là maintenant qu'on a mis le label, on a refait une petite communication en disant voilà, on a le label parce qu'on fait telle chose dans le cabinet. Et donc du coup, ça les fait rebondir en général, les patients. Du coup, ils commencent à parler de ça. Puis après, en parlant de ça, on finit par parler d'écologie finalement, de l'impact que ça a sur la santé, de qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, du coup, pour changer un petit peu les choses. Et donc ça fait partie de l'audit. Est-ce que tu sensibilises tes patients? Alors, le curseur, il est énorme, hein. Tu peux faire une petite sensibilisation ou vraiment, je discutais il n'y a pas longtemps avec un collègue qui a vraiment décidé de mettre en place des sessions de sensibilisation dans son cabinet le samedi matin avec des patients et tout. Ça, c'est le curseur vraiment Ouais, là, de c'est l'autre très côté engagé. complètement. Ouais, c'est super engagé. Mais c'est intéressant. Enfin, moi, je pense qu'on est censé être des ambassadeurs de la santé publique. Je crois que ça fait partie de nos missions. Mm. Et donc, du coup, c'est un problème de santé publique, au final, les problèmes environnementaux. Donc, sensibiliser les gens à ça, ça me semble faire partie de nos missions. Mais carrément. Mais carrément, je pensais à quelque chose aussi quand tu as évoqué l'histoire des draps d'examen. Euh, peut-être que c'est un truc à penser. Je sais que par exemple, dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie, parfois il y a des mises en relation entre différentes entreprises sur un même bassin. Par exemple, parce que les déchets des uns vont être utiles pour les autres. Et si ça se trouve, les draps d'examen, plutôt que de les jeter, on pourrait peut-être les réutiliser pour quelque chose, j'en sais rien, pour de l'isolation, pour un truc comme ça. Est-ce qu'ils ont réfléchi à d'éventuels justement liens, partenariats? Enfin, c'est peut-être un peu tôt vu.
Ouais, ça, pas encore. Enfin, alors, du coup, ils avaient réfléchi au fait justement que les ambassadeurs soient un peu des gens aussi qui puissent mettre justement en réseau les gens au niveau local pour, par exemple, passer des commandes ou faire des Pour de choses. l'économie circulaire, ce genre de choses. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, non, ça, on n'a pas parlé, enfin, ça n'a pas été évoqué, mais c'est carrément, ouais, tu as raison, c'est intéressant. Des fois, il ne faut pas voir le déchet forcément comme un truc qui va être brûlé, au contraire. Enfin, ouais, peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose de ces milliers de kilomètres de Oui, bah draps oui. d'examen. C'est incroyable, ouais. Et puis aussi, on pourrait taper. Est-ce qu'ils ont éventuellement l'ambition derrière de pousser un peu plus vers d'autres professionnels de santé? Parce qu'au final, les dentistes, euh, les médecins, etc. Pour l'instant, non, mais oui, je pense que ce serait chouette de le faire. Et après, Mm. c'est un tout petit ICA et ils ont déjà beaucoup de Mm. boulot. Donc, mais je pense que c'est un truc peut-être qui fera aussi boule de neige auprès d'autres professions et que d'autres gens voudront faire la même chose dans leur profession. Ça, ce serait chouette. Parce que ça n'existe pas dans d'autres, pour d'autres professionnels. Pas à ma connaissance. Ah bah, déjà, on peut saluer ce truc-là, d'avoir eu cette idée. Ouais. Ah bah ouais, ouais, Top. c'est clair, ouais, c'est chouette. Et pour reparler un peu du nerf de la guerre, du coup, quand tu demandes un audit, j'imagine que ça a un coût, parce que même si c'est une association, la 1901, il faut quand même qu'ils puissent. Il y a des petits coûts de fonctionnement. Comment ça fonctionne de ce côté-là? C'est la générosité, c'est à notre bon cœur. Ah, Donc en fait, à la fin de ton audit, tu donnes ce que tu veux. Et pour le label, tu peux choisir d'avoir un label papier qui coûte rien ou d'acheter un label bois et tu fais travailler un petit artisan. Et puis en plus de ton label, tu peux donner ce que tu veux à l'association. alors c'est trop chou. Donc, c'est top. Ok, je te remercie. Je voulais juste reparler d'une question qui m'intéresse, mais je ne sais pas trop comment la formuler. Quand tu as parlé d'écologie au début, c'est vrai que là, avec la situation qu'on a eue, là, moi j'ai l'impression, en discutant avec les gens autour de moi, qu'il y a quand même une prise en compte, en tout cas les gens visualisent bien que la situation actuelle, que ce soit au niveau de la température, au niveau du consommé local, j'ai l'impression que les habitudes ont changé. Alors peut-être pas partout. J'imagine que tu es dans un secteur, t'es en pleine ville, donc je pense que tu dois avoir les mêmes types de patients que moi. Et toi, tu as l'impression justement que au niveau du regard des gens sur l'écologie dans ton quotidien, tu as une évolution depuis un an avec la crise de la Covid? C'est l'impression que j'ai, mais du coup, je suis d'accord avec toi. Enfin, des fois, je me dis, alors j'aimerais bien que ce soit une impression générale, mais je pense que je suis quand même un peu dans une bulle sociale. Je suis avec, enfin, effectivement, des urbains. On a une patientèle plutôt jeune, plutôt active, vu qu'on est sur le musculo-squelettique, les sportifs et tout ça. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment le cas de toute la population ou si c'est plus ma bulle, la bulle de ma patientèle et de mes proches au niveau social qui forcément sont un peu sur le même moule que moi. Mais oui, du coup, c'est vrai que j'ai cette impression. Mais voilà, je ne saurais pas dire si elle est générale ou pas. Et du coup, par contre, je pense qu'elle est très, comment dire, citoyenne et j'ai pas cette même impression sur les sphères au-dessus, par contre. Parce que justement, avec le Covid, je trouve qu'on est revenu sur du tout. Enfin, on a oublié toutes ces urgences climatiques. Ça a été balayé par une autre urgence et du coup, ouais, j'ai pas du tout l'impression que. Enfin, au contraire, j'ai l'impression que ça fait machine arrière sur les sphères un peu plus hautes. Hmm. Tes projets pour la suite, que ce soit au niveau peut-être du label Éco-Kiné, d'écologie ou même au niveau professionnel? Alors, mon projet numéro un, c'est de finir le diplôme Mackenzie, du coup, comme on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas quand, mais c'est vraiment ce qui occupe beaucoup mon esprit en ce moment. Et puis sinon, un projet un peu plus en rapport avec le thème écologie et un petit peu avec la thématique enseignant, du coup, du début du podcast, c'est que en fait, j'aimerais bien faire rentrer la thématique de l'écologie dans les IFMK. Et je suis pas toute seule à avoir pensé à ça. Et donc, du coup, en fait, je réfléchis à ça avec Mathias Bieber, qui fait partie
SPB FC Franche-Comté. Bon, je ne sais pas si tu le connais. Mais voilà, du coup, on est en train de créer un cours sur la thématique de l'écologie, santé, environnement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au cabinet pour faire ça dans les IFMK. On est trop Et pour bien. l'instant, on a un très bon accueil au niveau des IFMK. Ils sont plutôt bien emballés, en tout cas dans le coin, parce que comme lui, il est à Besançon, moi je suis à Dijon, on a fait les IFMK de notre région. Mais ouais, super accueil des étudiants et même des équipes enseignantes. Donc je pense que ça pourrait le faire. Et ça me mettrait un tout petit pied dans l'enseignement, du coup, Mais, sur une thématique différente de la kiné, mais pourquoi pas. je pense que les instituts seraient carrément intéressés même. Si vous pouvez nationaliser ça après, à mon avis, c'est un truc qui pourrait beaucoup intéresser, je pense. Ben ouais, en tout cas, les premières personnes avec qui on en a parlé, ben, notamment à Dijon, c'est vrai on a eu un super accueil sur la thématique. Donc ça pourrait être chouette de le développer. Alors, je sais pas si on va faire toute la France, mais en tout cas, ce serait bien de donner l'idée à d'autres de le faire dans leur coin aussi, dans leur région. En plus, je pense que la nouvelle mouture du programme permet justement d'avoir des disciplines un peu transversales. Et pour citer Nicolas Pinceau qui disait qu'en fait, c'est vrai que pour développer ses compétences de kiné, il faut avoir des compétences techniques, mais aussi il faut avoir des compétences transversales qui changent un peu l'état d'esprit. Et la notion de bienveillance que tu évoquais tout à l'heure, je pense moi profondément que quand on est écolo, on a tendance à aller vers la bienveillance et vers justement l'acceptation de l'altérité, quoi, Ouais. il me Oui, semble. oui, du coup, oui, ça amène des valeurs, en Donc au plus dans contraire, moi le je pense que cursus ce pédagogique serait qu'ils top. n'ont pas forcément dans d'autres matières. Ouais. C'est clair. Donc oui, et puis en projet avec ce diplôme, j'espère que tu as une date de prévu éventuellement ton stage. Non, j'ai une réunion demain soir, donc si on avait fait On va ce croiser podcast les doigts. 2 jours plus tard, j'aurais peut-être pu te répondre, mais non, je sais pas, ce sera probablement peut-être la fin de cette année ou début d'année prochaine, quelque chose comme ça. On va croiser les doigts. J'aime bien finir mes podcasts en te posant trois questions. Une première question, c'est vraiment d'ordre général pour avoir ton état d'esprit, à ton échelle à toi, évidemment, sur comment tu trouves l'ambiance de la kinésithérapie en France en général, si on prend ces derniers mois ou cette dernière année. Euh, Oui, c'est une bonne question. Je pense que la situation actuelle des kinés en France, elle est un peu compliquée. Voilà. J'ai l'impression qu'on arrive quand même un peu à un point de rupture déjà un peu entre les générations. Enfin, déjà, les nouvelles générations vont sortir avec une année de plus d'études que nous, donc c'est quand même pas rien. Et puis, ils ont une formation qui commence à être, enfin, quand je dis que nous, moi, je suis diplômée depuis 15 ans, une formation qui commence à être assez différente de ce qu'on a eu nous, beaucoup plus scientifique. Et donc, ça creuse quand même un fossé. Et des fois, je trouve que ça clash un petit peu pour ça. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'on n'est pas tous d'accord sur les responsabilités qu'on a envie d'avoir justement pour notre profession. Il y en a qui aimeraient bien avoir plus de responsabilités, plus de reconnaissance, avoir l'accès direct. Voilà. Et il y en a qui veulent pas du tout parce qu'ils se sentent pas du tout l'envie d'avoir ce type de responsabilité, de faire du diagnostic en accès direct et tout ça. Ils s'en sentent pas forcément les épaules non plus. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu compliqué de contenter tout le monde à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression que du coup, il y a un peu des malheureux de tous les côtés. Enfin, personne s'y retrouve vraiment. Je sais pas. Ouais, on est dans une espèce de zone de turbulence où on aimerait bien que quelqu'un décide pour nous de bon, bah maintenant la kiné, c'est ça. Et on arrête de ne pas être tous d'accord les uns avec les autres parce que ça crée quand même des conflits un peu entre nous. Puis même, je pense que des fois, c'est pas très lisible pour les autres professions et les patients des kinés, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi, enfin, vu qu'on n'est pas trop tous d'accord les uns avec les autres. Donc voilà, je pense que la situation actuelle des kinés, elle est un peu compliquée. C'est vrai que je suis d'accord avec que c'est pas simple. Si on se met dans un regard peut-être écologique, je crois qu'on parle de crise en écologie quand il y a un changement de paradigme, non? Ouais, c'est ça, ouais, on est dans Voilà, on une est forme peut-être de là-dedans. crise. C'est pour ça que je disais point de rupture, mais tu vois, on n'est pas loin du collapse de la Ouais, kinésithérapie. peut-être, peut-être, mais comme dirait, moi je suis un optimiste plus.
dans les, dans les champs. Donc, je me dis peut-être que ça peut, au contraire, bon, il faut qu'on en sorte grandi. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu bizarre. Et surtout, au moment où on enregistre ce podcast, il faut le dire, si jamais les personnes le réécoutent plusieurs années plus tard, sait-on jamais. Mais en fait, on va dire, ça fait 1 an qu'il y a la crise du Covid et la Covid. Et je pense que ça n'a pas non plus aidé, notamment pour les professionnels de gérer ça au quotidien. On doit gérer des situations pas évidentes avec les gens, hein. Et je pense que ça n'aide pas. Les étudiants, par exemple, moi, je les côtoie beaucoup et c'est vraiment difficile pour eux. Encore en kiné, on a de la chance, on la pratique toujours, mais c'est hyper, hyper dur pour eux. Et je pense que quand ils se retrouvent en terrain de stage, ça va être encore plus difficile peut-être de créer du lien. Et... Enfin, c'est pas simple. C'est pas une période très simple, je trouve. Ouais, c'est vrai que le rapport avec les patients, enfin, je trouve d'ailleurs surtout dernièrement, on sent quand même que c'est compliqué en ce moment. Enfin, il y a un peu plus de psychosocial que d'habitude et ouais, je comprends pour les étudiants, ce soit pas facile d'arriver dans un contexte comme ça, effectivement. Alors, on vient mes deux questions de la baguette magique. Oui. Je te donne une baguette magique maintenant. Que je te propose de changer éventuellement une chose. Est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours professionnel? Si oui, quoi? Non, je pense que je changerai rien. Non, je changerai rien parce que je pense que là j'ai vraiment le cabinet un peu de mes rêves entre guillemets. Mhm. Je l'ai monté du début à la fin avec un super collègue et je suis très bien ici. Et puis je suis en cours de diplôme Mackenzie, ce qui est quand même super chouette. Je suis soutenue par l'Institut Mackenzie France. Pour le faire, ça ne s'est pas donné à tout le monde et moi ils m'ont donné ma chance de pouvoir faire ça. Donc, non, je changerai rien. Parce que si je change un truc, ça va tout changer après. Donc, voilà, je garde ça. Ça marche. Et au niveau de la profession, est-ce que s'il y avait ce que tu en connais, s'il y avait quelque chose qui aurait pu être changé à un moment donné pour modifier un petit peu notre situation actuelle? Ah le nerf de la guerre, je pense. Ouais. Je pense vraiment que, enfin, on n'est pas assez payé. Il faudrait qu'on Hmm. soit mieux rémunéré et on produirait des soins de bien meilleure qualité parce que je pense que la plupart des gens, en fait, à la base, ils n'ont pas envie de choisir entre leur qualité de vie et puis la qualité de leurs soins, mais du coup, des fois, ils sont un petit peu Ouais, bien sûr. obligés. Donc, si, voilà, moi, je changerais juste ça. C'est pas vénal, c'est juste que je pense que ça ferait boule de neige et ça ferait que tout le monde serait plus heureux à la fin. Hmm. Pas juste parce on aurait plus de sous, mais parce qu'on pourrait travailler mieux, nos patients seraient mieux, et enfin, voilà. Ok, super. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette discussion que j'ai beaucoup appréciée et avec cette discussion pleine d'humilité, je dois te dire, je trouve que c'est très agréable. Voilà. Ah bon, merci, c'est gentil. Merci à toi en tout cas pour, euh, pour cette interview. Et puis, bah, si vous souhaitez des informations éventuelles sur tout ça, je pense qu'on peut facilement te retrouver sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'on peut te contacter via les réseaux Bien sociaux. sûr. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Pauline. Une Merci à très toi, bonne Mathieu. soirée à toi. Mes amitiés à Monsieur Chatin aussi. Très bien, je Voilà, vais tu faire ça. demanderas de ma part s'il a retrouvé ses clés. Très bien. Ok. À bientôt. Merci à toi. Ouais, salut.